Plutôt que d'être malheureux de n'être pas heureux, soyons heureux de n'être pas malheureux. Plus on espère, plus on est déçu et on finit par reprocher à la vie d'être exactement ce qu'elle est. Mais pour aimer la vie telle qu'elle est, il faut cesser de lui reprocher de ne pas être autre chose. Par exemple, tu te réveilles le matin. La joie est là ou elle n'y est pas. Mais tu sais que la joie peut venir. Eh bien, ces longs moments, ça peut durer des mois, des années. C'est ce que j'appelle le bonheur. Une bonne façon de ne pas oublier de vivre, c'est de se rappeler qu'on va mourir, que la vie est brève, qu'elle est unique. Et puisque la vie est brève et unique, raison de plus pour en profiter. Bonjour et bienvenue dans Les Pionniers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en tête-à-tête le philosophe André Comte-Sponville qui va nous permettre de mieux découvrir et comprendre la philo, la plus sage des sciences. Bonjour André, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien. Alors, André, tu es un philosophe humaniste, matérialiste, et tu as la particularité d'être populaire, car un de tes grands combats, c'est justement de rendre la philosophie accessible, abordable pour tout un chacun. Avec toi, on comprend facilement la philo et ses concepts, car tu nous l'expliques simplement. Le déclic de la philosophie, tu l'as eu au lycée. La sagesse est devenue un de tes sujets de prédilection avec le bonheur, l'amour et aussi le désespoir. Tes mentors, tes maîtres penseurs sont Pascal, Spinoza, Montaigne ou bien encore Épicure. L'ouvrage qui t'a fait connaître est le Petit traité des grandes vertus, un immense succès, vendu à plus de 300 000 exemplaires. Tu as été membre du Comité consultatif national d'éthique de 2008 à 2016. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va d'abord explorer les grandes étapes de ton parcours pour mieux te connaître, et puis on explorera ensuite quelques-unes de tes passions. On s'attachera à comprendre comment tu fonctionnes, comment tu prends tes décisions, quelles sont tes émotions et tes apprentissages sur ton parcours. Ensuite, on fera une petite pause, une prise de recul avec l'instant philo. Même si, évidemment, je pense qu'on va parler de philo plus d'une fois dans cette émission. On parlera de tes actus et puis on terminera par le Quizella, qui est une série de questions-réponses rapides auquel on se prêtera, c'est un petit jeu tous les deux. Durant tout l'entretien, on va essayer de se mettre à ta place, de voir ce que ça fait de vivre un instant dans la peau d'André Comte-Sponville. C'est parti tout de suite pour ton parcours. André Comte-Sponville, tu es né le 12 mars 1952 à Paris, fils de Louise Le Borgne et de Pierre Comte-Sponville. Tu décris ton enfance comme plutôt malheureuse, dans une famille déchirée, avec un père très méprisant et une mère aimante mais dépressive. Est-ce que tu penses que cette enfance est l'origine de ton besoin de philosophie ? Ça paraît vraisemblable, parce que l'enfance est l'origine de tout ce que nous sommes, quoi. Et c'est vrai qu'au fond, si je me suis tellement intéressé à la philosophie en général et au bonheur en particulier, c'est que le bonheur n'était pas une évidence. Et je dis souvent qu'au fond, pour les gens qui sont très doués pour le bonheur, il y en a, d'après ce qu'ils me disent, qui se réveillent tous les matins de bonne humeur, qui trouvent que la vie est formidable. À la limite, ils n'ont pas besoin de philosopher. Alors, ils peuvent le faire pour l'intérêt intellectuel de la chose, parce que la philosophie est intellectuellement passionnante, mais ils n'ont pas de besoin personnel de philosopher. Moi, tout petit, déjà, j'ai compris que la vie... j'ai trouvé que la vie était difficile, inquiétante, angoissante. Et puis, en effet, j'étais un enfant grave, voire un peu triste, parce que ma mère était malheureuse. Voilà. Et quand on est un petit garçon aimant, on ne peut pas être heureux quand sa mère est malheureuse. Et donc, c'est vrai que j'ai grandi, j'ai appris à vivre, à aimer, à penser dans le malheur de ma mère. Et donc, toute ma pensée, presque logiquement, s'est battue contre ce malheur. Alors, quand on essaye de s'arracher au malheur, on essaye de comprendre ce que peut être le bonheur et comment essayer de l'atteindre, ou en tout cas de s'en approcher. Et alors, tu recherchais le bonheur, mais tu as eu le déclic de la philo elle-même plutôt vers tes années lycée. Oui, au lycée, en vérité, un petit peu avant, parce que j'étais un jeune catholique, croyant, alors que mes parents n'allaient aucunement à la messe. Mais moi, de même que mon frère et ma sœur, qui sont frère aîné et sœur aînée, je suis allé au catéchisme, à la messe, et j'ai eu la chance, parce que je crois que c'est une chance,
de tomber sur des prêtres formidables. L'aumônier du collège où j'étais, le père Jaffrès, l'aumônier du lycée, le père Bernard Fayet, qui deviendra un ami très cher, c'était de très loin les adultes les mieux que j'ai rencontrés. Beaucoup mieux que mes parents, mais beaucoup mieux qu'aucun des enseignants que j'avais eus jusqu'ici. Et il se trouve que l'un de ces prêtres, donc le père Bernard Fayet, quand j'étais au lycée, mais très jeune, en seconde, je vais avoir 15 ans, 16 ans, je ne sais plus, m'avait conseillé de lire les pensées de Blaise Pascal, ce que j'ai fait. Et j'ai été bouleversé par le génie de Pascal, la beauté somptueuse de l'écriture, mais moins par ce que Pascal nous dit sur Dieu. Il n'y a pas grand-chose sur Dieu, sinon qu'il est inconnaissable et incompréhensible. Non, j'ai été bouleversé par ce que Pascal nous dit sur l'homme, sur la vie telle qu'elle est. Par exemple, pour tenir un des fragments les plus courts des pensées de Pascal, ça tient en 2 lignes. Condition de l'homme. 2 points. Ennui, inconstance, inquiétude. Et moi, je me disais, mais putain, comme c'est vrai. Voilà, quelqu'un, enfin, a dit l'essentiel, et non pas les petites leçons d'optimisme en bleu et en rose qui veulent nous faire croire que la vie est formidable. Tout d'un coup, j'avais quelqu'un qui disait la vérité, du moins telle que je l'apercevais, moi. Voilà. Condition de l'homme, ennui, inconstance, inquiétude. Et bizarrement, ça me réjouissait. C'est-à-dire que cet homme qui peignait la vie en noir me donnait plutôt le moral, alors que les leçons d'optimisme qu'on voyait déjà à la télé me donnaient envie, à la limite, de me tirer une balle dans la tête. Bah, peut-être que c'est parce que justement, on se disait, bon, là, on a touché le fond, et donc maintenant, la suite peut être que mieux. Oui, alors tiens, ça rejoint ce que j'appellerais beaucoup plus tard le gai désespoir. C'est-à-dire que mon idée, c'est que beaucoup de gens sont malheureux, et c'est le cas de ma pauvre mère, parce qu'ils reprochent à la vie de ne pas correspondre aux espoirs qui s'en étaient faits. Autrement dit, ils sont malheureux parce qu'ils sont déçus. Oui, mais sauf que la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. Et donc, pour moi, l'erreur de ces gens, et encore une fois, l'erreur de ma pauvre mère, qui va la mener au suicide, c'est quand la vie ne correspond pas aux espoirs qu'ils s'en étaient faits, d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort? La vie, elle fait ce qu'elle peut. Moi, mon idée à l'inverse, c'est que lorsque la vie ne correspond pas aux espoirs qu'on s'en était fait, c'est pas la vie qui a tort. Ce sont nos espoirs qui, dès le départ, sont vains, illusoires, infondés. Et donc, plus on espère, plus on est déçu. Et on finit par reprocher à la vie d'être exactement ce qu'elle est. Eh bien, le contraire de ça, c'est ce que j'ai appelé le gai désespoir, mais on peut formuler de façon plus gaie, moins sombre, par une formule de Montaigne qui résume la sagesse de Montaigne en quelques mots. Pour moi donc, j'aime la vie. Mais pour aimer la vie telle qu'elle est, il faut cesser de lui reprocher de ne pas être autre chose. Alors, tu passes le concours de l'École normale supérieure que tu intègres en 1972. C'est un événement très marquant pour toi. Tu passes l'agrégation et tu soutiens une thèse de doctorat en philosophie intitulée « Éléments pour une sagesse matérialiste ». Ensuite, tu enseignes au lycée, puis tu deviens maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, avant de choisir de te consacrer entièrement à l'écriture et à des conférences, notamment dans le monde de l'entreprise. Tu finis par te mettre en congé et tu démissionnes complètement en 2003 pour consacrer davantage de temps à l'écriture et aux conférences que tu donnes en dehors de l'université. Alors, si on revient sur la première partie justement de ta vie, on va dire vers la philosophie, j'ai envie de te demander si tu penses que tu as justement découvert Épicure par ce biais-là et parce que tu recherchais une forme de bonheur. Oui, mais ça c'est vrai de tout homme, toute femme, tout le monde veut être heureux. Hein. C'est ce que dit déjà Blaise Pascal. Alors, citons une formule de Pascal qui relie au propos précédent. Dans les pensées, toujours, Pascal écrit exactement ceci. Nous ne vivons jamais. Nous espérons de vivre, comme on disait au XVIIe siècle. Et Pascal continue. Ainsi, nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre. Si bien que nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Ça, c'était mon point de départ. Et je trouvais que c'était formidablement vrai, mais à l'époque, j'étais catholique, je croyais en Dieu. Donc, au fond, c'était pas trop grave. Je pouvais espérer le bonheur pour après la mort. Et d'ailleurs, Pascal m'y invitait instamment. Sauf que vers 17-18 ans, patatras, mai 68 arrive. Ouais. J'avais 16 ans, j'étais en classe de seconde, et j'ai été pris, comme des milliers de jeunes gens, d'une passion politique dont je crois les jeunes d'aujourd'hui peuvent difficilement avoir l'idée.
Et comme toute passion est un peu monomaniaque, j'étais tellement passionné par la politique que du coup, la religion, Dieu m'intéressait beaucoup moins. Et donc, Dieu cessa d'abord de m'intéresser. Et puis, de désintérêt en désintérêt, j'ai fini par cesser d'y croire. Et dès lors que j'étais devenu athée, vers l'âge de 17-18 ans, alors la question du bonheur devenait autrement prégnante, parce que là, je ne pouvais plus attendre d'être heureux après la mort, puisque après la mort, il n'y avait rien. Et donc, il s'agissait d'essayer d'être heureux sans attendre. Et c'est là où je rejoignais la philosophie, mais spécialement les sagesses grecques et surtout celle d'Épicure, qui au fond enseigne une voie vers le bonheur. Et ça m'a fortement séduit, aidé, conforté. Même si, quelques années plus tard, je devrais bien constater qu'au fond, je n'étais pas un sage, au sens où Épicure voulait l'être, et que je ne serais jamais un sage. Et donc, j'ai été obligé de penser une autre sagesse, alors que j'appelle une sagesse de second rang, la sagesse à la Montaigne, si tu veux, c'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure ou Spinoza pouvaient l'être, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Autrement dit, une sagesse pour toi et moi, puisque d'évidence, ni toi ni moi, nous ne sommes des sages. C'est-à-dire de ne pas non plus se faire des espoirs sur soi-même. Oui, ne pas se faire d'illusions sur soi-même, ni sur la philosophie. Et au fond, j'aime surtout les philosophes qui ne croient plus tout à fait à la philosophie. C'est le cas de Pascal. Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher, disait-il. C'est le cas de Montaigne, pour lequel la philosophie n'était qu'une poésie sophistiquée. Alors, sophistiquée au bon sens du mot, au sens où une chaîne stéréo sophistiquée, ça vaut mieux qu'un tourne-disque. Oui, mais c'est quand même de la poésie. Autrement dit, ce que Montaigne et Pascal ont compris, et Pascal, immense scientifique, c'est que la philosophie n'est pas une science, et donc ça n'est pas la reine des sciences, comme tu le disais tout à l'heure. La plus sage des sciences, je crois. La plus sage des sciences, oui. Et donc, comme ça n'est pas une science, ça n'est pas la plus sage. Et elle n'est pas toujours sage, mais je dirais qu'elle est d'autant plus sage qu'elle comprend que la philosophie n'a jamais suffi à la sagesse. Et donc, prendre conscience que la philosophie échoue, c'est philosopher mieux, parce qu'il s'agit d'être lucide sur la philosophie elle-même. Et au fond, c'est ce que j'appelle le tragique. Le tragique, c'est quoi ? C'est le sentiment que, comme disait Jean-Paul Sartre, l'histoire de toute vie est l'histoire d'un échec. D'abord parce qu'on meurt, mais ensuite parce qu'on n'atteint jamais les buts que l'on visait, les espoirs sont déçus. Mais ça n'est pas une raison pour cesser de vivre. Au contraire, et je dirais que j'aime d'autant mieux la vie que j'en espère moins. Voilà. Il y a dans ton merveilleux journal, Jules Renard écrit quelque part « Je suis un homme heureux car j'ai renoncé au bonheur ». Alors qu'à l'inverse, beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils visent un bonheur absolu qui n'existe pas, ce que j'appelle la félicité. Et comme ils sont incapables de le vivre, ils sont malheureux. Moi, ce que je dis, c'est à l'inverse. Plutôt que d'être malheureux, de ne pas être heureux, essayons d'être heureux, de n'être pas malheureux. Mais là, ça pose la question du bonheur. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Merci André Comte-Sponville. C'est l'heure pour nous de plonger dans le monde de tes passions. Alors, dans cette partie de l'émission, on parle des passions, et quand on a préparé l'émission, tu m'as dit « Ah, moi, les passions, c'est du passé pour moi ». Alors, on va donc parler un peu du passé, et tu me dis si je me trompe, mais j'ai recensé 5 passions au moins sur tes 30 premières années. La première passion, on en a parlé, ta foi chrétienne, jusqu'à tes 17-18 ans. La deuxième passion, la politique, à 16 ans, en mai 68. La troisième passion, la philo, quand même. La quatrième passion, l'athéisme et le Parti communiste. Alors, on voit d'ailleurs ici une photo de toi en décembre 73 où tu sortais de l'ambassade du Chili que les jeunesses communistes avaient occupé quelques heures pour protester contre le coup d'État de Pinochet avant de se faire expulser par les forces de l'ordre. C'est probablement la passion politique qui t'avait conduit ici. Et la cinquième passion, la musique. Alors, quel est ton rapport à la passion ? D'abord, tu as oublié une passion, qui est la passion pour la littérature. Oui, initialement. Avant la philosophie, moi, je voulais être écrivain, parce que j'adorais lire, et comme je ne lisais que des romans, je voulais être romancier. Et je dirais, c'est la passion philosophique qui a pris le relais, et comme finalement, j'aimais tellement la pensée, ça m'a un peu dépassionné de la littérature. Au fond, à quoi bon inventer des histoires quand la vérité est déjà tellement passionnante, comme tu dirais. Je crois que tu dis aussi qu'en littérature, tu avais lu Céline et Proust, tu t'es dit, bon, ça va être dur de faire mieux. Ça a contribué à me dépassionner, c'est-à-dire que j'ai fait l'erreur, si je veux dire, dans les vacances qui ont suivi la terminale, de lire successivement La recherche du temps perdu de Proust et Mort à crédit et le voyage de Céline.
Et c'est vrai que je me suis senti incapable de faire aussi bien. Et ça m'a un peu découragé. Alors qu'en philosophie, alors peut-être de façon immodeste, je me sentais moins écrasé. J'admire des tas de très grands philosophes qui sont évidemment plus doués que moi, mais enfin, je me sentais un peu plus à la hauteur, disons. Voilà. Et donc, ça a contribué à faire que j'ai opté pour la philosophie. Il y a autre chose aussi, c'est que quand j'ai fait quelques essais de littérature, à 18 ans, 20 ans, 22 ans, 24 ans, c'était d'une infinie tristesse. C'était de la littérature mélancolique, mais au sens quasi psychiatrique du mot mélancolie, l'effondrement dépressif. Alors que quand je faisais de la philosophie, au contraire, tout devenait tonique, vivant, gai souvent. Et donc, je suis allé finalement du côté où il y avait de la lumière, c'est-à-dire du côté de la philosophie. Alors, pour le reste, oui, je te disais que les passions, pour moi, c'était un peu du passé. Alors, comprends-moi bien, j'aime des tas de choses, il y a des tas de choses qui m'intéressent, voire qui me passionnent au sens ordinaire du terme. Mais ça devrait être de la politique, de la philosophie, de la musique et de la littérature. Mais, sauf que, en philosophie, la passion, c'est un concept fort et particulier. Dans passion, il y a passif. Autrement dit, c'est quoi une passion? C'est quelque chose en moi qui est plus fort que moi. Quelque chose dont je dépends. Qui te met en position Et moi, j'aime passive. pas trop la dépendance. Voilà. J'aime pas trop la passivité. Autrement dit, en philosophie, le contraire de la passion, c'est pas l'ennui, c'est pas l'indifférence, c'est l'action. C'est l'action. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours un rapport un peu, mais comme tous les philosophes, un peu critique à la passion, parce que la passion, c'est une passivité, je préfère l'action. La passion, c'est ce qui est plus fort que moi. Donc, ce vis-à-vis de quoi je ne suis pas libre, alors que je préfère, évidemment, la liberté. Ça ne veut pas dire que je sois indifférent à tout, bien au contraire, mais ça veut dire que je me méfie de la passion. Un bon exemple, au fond, c'est la passion amoureuse. J'ai été amoureux comme tout le monde, plusieurs fois comme presque tout le monde. Reconnaissons que quand on est amoureux, c'est pas là qu'on est le plus intelligent ni le plus lucide. On est aveuglé souvent. Or, tu ne reprocheras pas aux philosophes de préférer l'intelligence et la lucidité à la bêtise et à l'illusion. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime plus, en l'occurrence, mon épouse, que j'aime énormément. Mais on est ensemble depuis 36 ans. Oui, et vous vous êtes mariés récemment, d'ailleurs. Oui, on s'est mariés avec beaucoup d'émotions. D'ailleurs, c'était le 12 février dernier, donc il y a quelques mois maintenant. Et on était presque surpris. On s'est mariés comme ça un peu. Au bout de 38 ans. Par jeu, parce qu'on avait des copains de notre âge qui se mariaient. On trouvait que c'était au fond sympathique, donc on l'a fait. Sauf qu'on a été étrangement émus parce que se marier à 72 ans, je vais te dire, c'est bien plus émouvant qu'à 30 ans. Parce qu'à 30 ans, c'est un peu un pari sur l'avenir ou un engagement sur l'avenir. Nous, on se mariait plutôt pour célébrer ce qu'on a vécu. 36 ans d'amour dans une vie, ce n'est pas rien. Sauf que je ne peux pas prétendre être amoureux de mon épouse comme je l'étais au début de notre histoire. C'est le bouquin de Beck Bédé. L'amour dure 3 ans. Alors un jour, je devais faire un débat à la télé avec Beck Bédé, donc j'avais acheté son bouquin, il me l'avait envoyé, je ne sais plus. L'amour dure 3 ans, ça m'a paru long, 3 ans, parce qu'aucune passion amoureuse ne dure 3 ans. Ça, c'est du pipeau, ça n'existe que dans les mauvais livres. Et alors, je lis le livre et il explique l'amour dure 3 ans, 1 an de passion, 1 an de tendresse, 1 an d'ennui. Je me suis dit, là d'accord, je reconnais davantage nos histoires d'amour. Sauf que quand on n'est plus amoureux, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus. Alors, des fois, ça veut dire qu'on n'aime plus. Mais des fois, ça veut dire qu'on aime pour de bon, qu'on aime vraiment. Parce qu'au fond, être amoureux, c'est pas aimer l'autre, c'est s'aimer soi, ou c'est aimer les illusions qu'on se fait sur l'autre. Et quand une femme est amoureuse de toi, elle te fait des illusions sur toi, et bien sûr, tu te demandes avec un peu d'inquiétude, que restera-t-il de son amour quand elle aura appris à me connaître tel que je suis? Et donc, moi, ce que j'aime, au fond, c'est pas la passion amoureuse. J'ai rien contre. Quand on est amoureux, il faut bien le vivre. Mais ce qui me touche, c'est pas la passion amoureuse, c'est le couple. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus émouvant qu'un couple heureux. C'est-à-dire s'aimer, non pas dans l'illusion de l'autre, non pas de façon narcissique ou passionnelle, mais aimer l'autre tel qu'on a appris à le connaître. Au fond, mieux vaut l'amour réel, en l'occurrence le couple, mais c'est vrai aussi de l'amitié, plutôt que l'amour rêvé qui est finalement la passion. Prendre du recul par rapport à ce que l'on fait, se libérer des passions. Il est temps pour nous de faire marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour découvrir comment commencer à vivre quand on est justement libéré. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.
De retour dans le tête-à-tête des pionniers avec le philosophe André Comte-Sponville. Nous parlions passion. Les passions qui empêchent d'être libre. Et une fois libéré de ces passions, on peut commencer à vivre vraiment. Est-ce pour être libre, André, que tu proposes une spiritualité sans Dieu, que tu présentes comme une sagesse de notre temps? C'est pas pour être libre, c'est parce qu'il se trouve que je suis athée, donc il faut bien que j'essaie de vivre le mieux possible. Et puis je m'intéresse à la spiritualité. Oui, voilà. Mais c'est une spiritualité sans Dieu, c'est-à-dire que... Oui, parce que spiritualité et religion, c'est pas synonyme. Exactement. On peut vivre sa spiritualité dans la religion, dans la foi, mais on peut vivre sa spiritualité sans Dieu et sans religion. Parce qu'au fond, la spiritualité, c'est quoi? C'est la vie de l'esprit. Tu sais que spiritus, en latin, d'où vient le français spiritualité, spiritus, en latin, ça signifie esprit. Donc la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Et bien que je sache, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres. Pourquoi auraient-ils moins de spiritualité? Pourquoi s'intéresseraient-ils moins à la vie spirituelle? Alors la spiritualité, c'est la vie de l'esprit en général, mais en particulier, c'est la vie de l'esprit dans son rapport à l'infini, à l'éternité, à l'absolu. Autrement dit, notre vie spirituelle, c'est notre rapport fini à l'infini, notre rapport temporel à l'éternité, notre rapport relatif, évidemment relatif, à l'absolu. Et ce n'est pas parce que je suis athée que je vais m'amputer de cette dimension de l'existence dont je trouve au contraire que c'est la plus intéressante. Et d'ailleurs, il suffit de prendre un peu de recul dans le temps, du côté des grandes sagesses grecques, qui ne sont pas des religions, mais qui sont d'immenses spiritualités, ou dans l'espace, du côté de l'Orient bouddhiste, taoïste, confucéen, pour découvrir qu'il a existé et qu'il existe encore d'immenses spiritualités qui ne sont en rien des religions au sens occidental du terme, qui ne sont en rien des croyances en Dieu. Voilà. Et donc, être athée, ce n'est pas une raison pour se châtrer de l'âme. La passion et l'engagement, c'est deux choses parfaitement différentes, distinctes. Et toi, tu t'es engagé à rendre la philosophie plus accessible. C'est quoi une philo accessible, une philo populaire? D'abord, elle n'est pas toujours accessible. Moi, j'ai écrit une trentaine d'ouvrages. Certains sont vraiment des ouvrages de vulgarisation et je l'assume. Je pense qu'il faut le faire. C'est le modèle de Diderot que tu évoquais implicitement. Et Diderot écrit quelque part « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ». Et c'est pour ça qu'il a créé l'encyclopédie au XVIIIe siècle. Oui. Et je pense qu'il avait raison. Et j'essaie de continuer dans ce sillon-là. Mais tous mes livres ne sont pas de vulgarisation. Il m'arrive de faire des livres beaucoup plus savants, beaucoup plus techniques, non pas réservés aux professeurs de philosophie, mais enfin réservés à ceux qui ont une solide culture philosophique. Je dis ça parce que des fois, certains lecteurs un peu trompés parce que des journalistes achètent un de mes livres, ils n'y comprennent rien. Alors, j'écris clairement. Et donc voilà, rendre la philosophie accessible, c'est d'abord être clair. Ça n'est pas forcément renoncer à toute dimension de technicité conceptuelle ou argumentative. Et donc, je pourrais reprendre mes livres les uns et les autres, mais ils sont d'une inégale difficulté. Si tu prends l'un des plus faciles, celui que j'ai appelé « Le plaisir de penser », sous-titré « Une introduction à la philosophie », je l'ai écrit au départ pour les élèves de terminale, pour les adolescents en général. Les adultes peuvent le lire, mais là, effectivement, c'est de la vulgarisation. Si tu prends mon livre « L'être-temps », c'est de la philosophie beaucoup plus technique et qui demande beaucoup plus d'efforts. Et entre les deux, le petit traité des grandes vertus que tu évoquais, disons que ça s'adresse au grand public cultivé. Mais je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça très difficile, qui lisent les livres plus faciles. Et alors, dans cette démarche-là, non seulement, effectivement, tu écris des livres de difficultés distinctes et à différents niveaux, mais tu parles aussi beaucoup de philosophie. C'est-à-dire que tu vas sur les plateaux télé, tu vas aussi en conférences dans les entreprises, beaucoup. Et alors, j'ai une première question. Est-ce que, justement, business et philo sont compatibles? Disons que la philosophie intéresse tout être humain, et donc intéresse aussi les gens qui font du business, notamment les chefs d'entreprise, pour peu qu'ils soient intelligents. Et alors, c'est vrai que c'est un milieu que j'ai beaucoup fréquenté, parce que quand j'ai arrêté d'enseigner pour pouvoir écrire davantage, mais je ne pouvais pas compter sur mes droits d'auteur pour assurer la vie de mes 3 enfants. J'étais père de famille. Donc, j'ai commencé à faire des conférences rémunérées dans le monde de l'entreprise. Et non seulement j'en ai pas honte, mais j'en suis très, très satisfait. D'ailleurs, je vois que d'autres jeunes collègues ont pris un peu le même sillon. C'est une bonne manière de s'affranchir. Il m'est arrivé de dire à mes collègues, quand j'étais à la Sorbonne, à Paris 1, fac de gauche, donc, là, quand ils m'ont appris que je faisais des conférences devant des chefs d'entreprise, beaucoup quand même trouvaient que c'était un péché idéologique. Je leur disais, tu sais, au fond, il y a beaucoup plus de liberté intellectuelle chez beaucoup de chefs d'entreprise que chez un certain nombre de nos collègues. Parce qu'au fond, un chef d'entreprise, c'est quoi? Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui n'a pas de doctrine, il n'a que des problèmes. Un universitaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de problème, il n'a que des doctrines. Eh bien, je vais te dire, pour bien penser, mieux vaut un bon problème qu'une bonne doctrine. Et donc, je me suis pris au jeu, faire de la philosophie
dans le monde de l'entreprise, en l'occurrence avec son entreprise, les salariés, les syndicats, etc., ça t'oblige à trouver un langage qui puisse être compris par des gens qui n'ont pas fait d'études de philosophie, mais aussi ça t'oblige, toi, à te confronter au réel, c'est-à-dire à prendre le monde tel qu'il est, parce qu'au fond, le monde réel, il y a plus de gens dans les entreprises qu'à la Sorbonne. Et donc, moi, ça m'a fait du bien de sortir un peu de ce carcan de la Sorbonne, de me heurter au monde de l'entreprise. D'ailleurs, j'en ai fait un livre que j'ai appelé « Le capitalisme est-il moral ?» avec un point d'interrogation, qui est la transcription d'une conférence que j'ai faite très souvent, en effet, dans le monde de l'entreprise. Alors, amener la philo dans les entreprises, c'est aussi l'amener plus proche de l'innovation. On a une question pour toi. On est allé chercher quelqu'un qui te connaît bien. C'est Luc Ferry qui a une question pour toi. Mon cher André, j'ai une question pour toi en tant que philosophe matérialiste. Tous les chercheurs, ou pratiquement tous les chercheurs en intelligence artificielle que j'ai rencontrés sont convaincus qu'on va vers une IA forte, c'est-à-dire vers des machines qui seront dotées de conscience et d'émotions comme les humains. Et ils en sont convaincus parce qu'ils sont matérialistes, parce qu'ils me disent « mais qu'est-ce que tu crois que tu es d'autre, toi, qu'une machine ?» Ils sont physicalistes, comme on dit. Et donc ils disent « voilà, les neurones artificiels seront tellement performants que la conscience en sortira. » Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, je pense que Luc a raison de penser que l'IA forte est impossible. Autrement dit, je ne crois pas, quoique matérialiste, mais parce que je suis intelligent, dirais-je gentiment, amicalement à Luc, je ne crois pas que des machines puissent penser parce que la pensée suppose la vie. Alors, si on arrivait à faire des machines qui soient vivantes, là, je reconsidérerais ma position, parce qu'effectivement, en bon matérialiste que je suis, mon corps, au fond, n'est que matière. Je ne crois pas en l'existence d'une âme immatérielle ou d'un esprit immatériel. Et donc, si on arrive à produire un être vivant, à le fabriquer, s'il est vivant, s'il sera doué de sensibilité, il peut être doué de pensée. Mais tant que c'est des fils électriques, des boulons, des puces, des microprocesseurs, je crois que c'est impossible et que ceux qui croient le contraire parce qu'ils sont matérialistes font une erreur parce qu'ils confondent le matérialisme avec ce qu'on appelle l'éliminativité, c'est-à-dire ce qui veut faire comme si la pensée intellectuelle n'existait pas du tout. Moi, ce que je crois, c'est que c'est le cerveau qui pense, c'est ça le matérialisme, mais il pense. Alors que certains disent être matérialiste, c'est penser que la pensée n'est rien. Non, non. Elle est quelque chose puisque nous pensons. Voilà. Et donc, pour moi, la pensée est indissociable de la vie. Et tant que les machines ne sont pas vivantes, pour l'instant, on n'envisage pas qu'elles deviennent vivantes, elles ne pourront pas penser. J'observe d'ailleurs une remarque qu'on ne fait pas aussi souvent, me semble-t-il qu'il le faudrait, c'est que dans ce domaine-là, nos machines, nos ordinateurs, n'ont pas fait le moindre progrès. C'est-à-dire que ta tablette, ton ordinateur, avec le logiciel le plus performant, il n'est pas du tout plus conscient, pas d'une décimale, plus conscient que la vieille machine à écrire sur laquelle j'ai écrit mes premiers textes il y a 55 ans. Ils n'ont fait aucun progrès. Donc, si l'ordinateur avait ne serait-ce que 0,0,1 de conscience, je dirais, bon, ils ont fait au moins quelques progrès. Il est con comme une huître, mais au moins il a un peu de conscience. Mais ce n'est pas ça. Le degré de conscience de l'ordinateur est égal à 0,000. Il est égal à rien. Et comme il n'y a pas de progrès du tout, pas l'ombre d'un progrès de ce point de vue, du point de vue de la conscience, j'ai tendance à penser qu'en effet, c'est beaucoup plus difficile de faire penser une machine que certains matérialistes un peu courts, un peu niais ne le croient. Alors merci André Comte-Sponville de nous avoir partagé tes passions, ta vision de la passion et de tes engagements, le rapport aussi de la philosophie et des machines. Il est temps de prendre encore un peu de recul avec l'instant philo. L'instant philo, c'est une nouvelle rubrique dans Les Pionniers. Alors, quoi de plus pertinent que de l'inaugurer avec toi, philosophe André Comte-Sponville. Pour cette inauguration, quel plus beau sujet aussi choisir que celui du bonheur. Alors, comment tu définis le bonheur ? Alors ça, c'est une grande question. On n'a pas beaucoup de temps, mais il faut quand même aller au fond des choses. J'évoquais la formule de Pascal, si nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre, si bien que nous disposons à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Autrement dit, Pascal nous dit, le bonheur est impossible. Bizarrement, Freud nous dit exactement la même chose. Quand il s'interroge dans l'avenir d'une illusion, si mes souvenirs sont bons, sur ce que cherchent les humains, il dit, la réponse est facile. Ils cherchent le bonheur, tous. Le seul problème, c'est que c'est impossible. Personne ne peut être heureux. Le bonheur ne fait pas partie du programme de la création, écrit Freud.
Et moi, j'ai toujours pensé que c'était vrai, que Pascal a raison, que Freud a raison. Sauf que quand on interroge les Français, et on le fait depuis des décennies, on leur demande « Êtes-vous heureux ?» Il y a toujours entre 70 et 80% des Français qui répondent oui à cette question-là. C'est quand même très étonnant. De grands esprits, Pascal et Freud nous disent « Le bonheur est impossible » et 80% des Français disent qu'ils sont heureux. Alors, soit les Français sont des cons. Alors, quand j'étais jeune, je me disais « Les gens mentent, ils font semblant d'être heureux. » Mais maintenant, je n'en crois rien. J'en conclus plutôt que les gens qui disent qu'ils sont heureux ne donnent pas au mot bonheur la même définition que lui donnait Blaise Pascal ou Sigmund Freud. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Parce qu'il faut une définition, parce que les gens ne sont pas d'accord entre eux sur le sens même du mot. Alors, c'est une question un peu difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que, comme le disait Kant au XVIIIe siècle, le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, idéal de l'imagination, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni encore moins l'atteindre. Eh bien, moi, je vais te proposer une définition du bonheur. Alors, avant de dire ce qu'est le bonheur, commençons par dire ce qu'il n'est pas. Le bonheur, ça n'est bien sûr pas une joie constante, permanente, immuable. Ça, c'est impossible, c'est même contradictoire avec l'idée même de joie, qui est fluctuation, jaillissement. Donc, la joie constante, permanente, c'est ce que j'appelle la félicité, ça n'existe pas. Le bonheur, ça n'est pas non plus la satisfaction de tous nos désirs. Comme disait Kant, de tous nos penchants, disait Kant. Ça, c'est ce que j'appelle la plénitude. Et ça n'existe pas davantage. On manque toujours de ceci, on en veut toujours plus, on a faim, on a soif, que sais-je. Alors si le bonheur n'est ni la félicité, la joie constante, ni la plénitude, la satisfaction de tous nos désirs, qu'est-ce que le bonheur? Je vais te proposer une définition qui va te paraître fort triviale, voire décevante, et dont je crois qu'elle est en vérité extrêmement éclairante. Ma réponse, c'est de dire que le bonheur, c'est simplement le contraire du malheur. Tu vas me dire, on n'est pas très avancé. On est considérablement avancé. Parce que le bonheur, à la limite, personne ne sait ce que c'est. Idéal de l'imagination. Mais le malheur, je sais ce que c'est. C'est pas un idéal de l'imagination. C'est pas un idéal du tout. C'est une expérience. Si tu as été malheureux, tu sais ce qu'est le malheur. En tout cas, moi, il se trouve que j'étais malheureux. Et des millions de gens ont été malheureux, notamment ces Français qui disent qu'ils sont heureux. Parce qu'ils ont été assez malheureux pour comprendre qu'ils ne le sont plus. Alors, m'appuyant sur l'expérience vraie du malheur, si je sais ce qu'est le malheur, je pourrais savoir ce qu'est le bonheur, puisque le bonheur, par hypothèse, c'est le contraire du malheur. Alors, mon expérience vraie du malheur m'amène à en proposer la définition suivante. J'appelle malheur tout laps de temps, toute durée, où la joie paraît immédiatement impossible. Tu te réveilles le matin, la joie n'est pas là, et tu sais de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours ou les semaines qui suivent. Parce que tu as perdu l'être que tu aimais le plus au monde ou parce que tu souffres atrocement d'une maladie incurable, que sais-je. La joie est impossible, tu es malheureux. Le bonheur, disais, c'est le contraire du malheur. Si le malheur, c'est tout laps de temps où toute joie paraît immédiatement impossible, j'appelle bonheur tout laps de temps où la joie paraît immédiatement et continuellement possible. Pas toujours réel, il ne faut pas rêver, ça c'est la félicité, ça n'existe pas. Mais toujours et continuellement possible. Par exemple, tu te réveilles le matin. La joie est là ou elle n'y est pas. Moi, pour tout te dire, le matin, il y est rarement. J'ai des réveils plutôt difficiles. Mais tu sais que la joie peut venir, qu'elle va venir sans doute dans la journée, et puis qu'elle repartira, et puis qu'elle reviendra. Eh bien, ces longs moments, ça peut durer des mois, des années, où la joie te paraît continuellement possible, c'est ce que j'appelle le bonheur. Et au fond, quand on demande aux Français, êtes-vous heureux? Leur première action, c'est de dire, au fond, je ne suis pas malheureux. Je suis pas malheureux. Je suis heureux. Et à mon avis, c'est une leçon de sagesse pratique, comme je le disais en commençant notre émission, plutôt que d'être sottement malheureux, de n'être pas heureux. Tu sais, Flaubert, dans une lettre, écrit à l'un de ses amis, « Ce redoutable petit mot, bonheur, qui fit couler tant de larmes. » Ah oui, les gens se disent, je ne suis pas heureux, pof, ils tombent en larmes. Plutôt que d'être malheureux, de n'être pas heureux, soyons heureux de n'être pas malheureux. Et une fois qu'on a compris ça, alors ça nous ramène à la formule de Jules Renard, je suis un homme heureux parce que j'ai renoncé au bonheur. Moi, je dirais dans mon langage, je suis un homme heureux parce que j'ai renoncé à la félicité, j'ai renoncé à la plénitude. Autrement dit, je me contente de ce plus ou moins de bonheur dont nous sommes capables. Je me contente que la joie soit possible. Et puis quand elle est réelle, j'en profite d'autant mieux. Alors c'est une excellente nouvelle, le bonheur existe. Merci beaucoup André Comte-Sponville. On passe maintenant à ton actu.
Ton actualité, André Comte-Sponville, c'est la sortie de ce livre cette année, Épicure, lettres, maximes et sentences aux éditions Les Belles Lettres. On lit souvent le terme épicurien avec celui de la recherche exclusive du plaisir. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est seulement caricatural ? Non, c'est vrai. Épicure pense que le plaisir est le souverain bien. Simplement, il rappelle, il constate que les plaisirs de l'âme sont encore supérieurs aux plaisirs du corps. Là, pour Épicure, comme pour moi, l'âme, c'est matériel. Pour lui, c'est dans la poitrine. Pour moi, c'est le cerveau. Mais on ressent quelque chose. Et donc, bien sûr, c'est le plaisir qui est bon, c'est la souffrance qui est mauvaise. Mais il y a encore plus de plaisir pour l'âme, pour l'esprit, dans la philosophie et dans l'amitié qu'il y en a pour le corps. Et donc, Épicure appelle à jouir le plus possible et le mieux possible. Donc, profitons des plaisirs du corps quand ils sont là, et a fortiori des plaisirs de l'âme quand on en est capable. Sauf que, s'agissant des plaisirs du corps, souvent on souffre parce qu'on en veut toujours plus. Et comme on en veut toujours plus, on n'en a jamais assez. Celui qui désire de l'argent, si tu vois un milliardaire qui se dit « je suis assez riche », c'est qu'il n'aime pas vraiment l'argent. Si le plaisir pour toi, c'est la bonne bouffe, tu vas devenir une espèce de goinfre, tu en voudras toujours plus. Et donc ton bonheur est fragilisé. Parce que si pour être heureux, tu as besoin de pouvoir manger du caviar et du homard à chaque repas, tu n'es pas sûr d'avoir ça. Et donc ton bonheur est très fragilisé. Si au contraire, tu es capable de prendre un plaisir énorme en mangeant du pain, en buvant de l'eau, ton bonheur est à peu près indestructible, parce que ça, c'est facile d'avoir du pain et de l'eau. Et puis, au pire, si tu n'as pas de pain et d'eau, tu meurs, et comme la mort n'est rien, ce n'est pas si grave. Et donc, le paradoxe de l'épicurisme, c'est que c'est une méthode du bonheur, la lettre à Ménécée qu'on trouve dans ce petit volume que j'ai édité, préfacé et annoté, c'est une méthode du bonheur. Mais il s'agit de jouir le plus possible en désirant le moins possible, je veux dire en désirant le moins de choses possible. Et donc, c'est le paradoxe d'un ascétisme hédonique ou d'un hédonisme ascétique. Hédoné, en grec, c'est le plaisir. Donc, hédonisme, c'est faire du plaisir le souverain bien. Mais ascétique, parce qu'au lieu de jouir le plus possible en augmentant indéfiniment les objets de jouissance, ce qui en plus nous emmène à une catastrophe écologique, il s'agit de jouir le plus possible, mais en réduisant au contraire le champ de nos désirs à la limite au nécessaire. Si on ne jouissait, si on ne désirait que ce dont nous avons vraiment besoin pour vivre, la vie serait beaucoup plus facile, la planète serait beaucoup moins polluée et nous serions beaucoup plus heureux. C'est au fond ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, ce que Sénèque, à propos d'Épicure, appelait la pauvreté heureuse. Savoir jouir le plus possible, mais du moins d'objets possible. Alors moi, ça m'a touché de faire, un éditeur, une amie éditrice qui m'a demandé de faire cette petite édition d'Épicure. Ça m'a touché parce qu'au fond, Épicure est sans doute le premier philosophe que j'ai absolument admiré, celui qui m'a bouleversé, celui auquel j'ai adhéré. Au fond, à 20 ans, je me définissais comme épicurien. Oui. Maintenant, j'y crois un petit peu moins. J'ai pris un peu de recul, y compris face à l'épicurisme. Mais donc, ça m'amusait et ça me touchait en même temps, en fin de vie, ou pas très loin de la fin de vie, de revenir sur mon amour philosophique de jeunesse. Merci André. Nous passons maintenant à la séquence questions rapides de l'émission. C'est le Quizella. Parle un peu plus fort, mais on ne s'entend pas très bien. J'ai pas un peu de mal à t'entendre. La séquence Quizella maintenant, dont voici les règles. Je te pose plein de questions et tu dois y répondre aussi vite que possible, en quelques secondes, en quelques mots ou avec des phrases très concises. Ça va vite. Tu es prêt ? Top, c'est parti. Le bonheur en 3 mots. Le plaisir, la sérénité, la sagesse. Pouvoir ou liberté ? Liberté. Ta potion magique à toi ? Il n'y en a pas. Un jour, Pivot apostrophe me demandait quelle était ma drogue préférée. J'ai répondu la sexualité. Et je le maintiens parce que, comme toutes les drogues, c'est un plaisir intense qui apaise, qui détend. Mais ce n'est pas une potion magique. Ça n'a jamais suffi au bonheur. Mais c'est quand même mieux que l'absence de sexualité. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit. La kryptonique ? Kryptonite. Tu sais, c'est la pierre qui affaiblit Superman. Oh ben, non, j'ignorais, là, tu m'apprends quelque chose. Alors, qu'est-ce qui m'affaiblit ? L'angoisse, au fond, parce que je suis quand même de tempérament anxieux. Et là aussi, j'ai beaucoup philosophé, c'est pour essayer de me protéger contre une tendance un petit peu pathologique ou pas loin à plonger dans l'angoisse. C'est pourquoi j'aime tellement la sérénité, qui est le contraire de l'angoisse. Que dire à quelqu'un épris d'une passion pour le libérer ? T'en fais pas, c'est pas grave, ça ne durera pas. Épicure ou Spinoza ?
Ah, dur. Montaigne. Est-ce qu'il y a un sujet important que Épicure, Montaigne, Pascal et Spinoza n'ont pas traité? Il y a tous les sujets d'actualité, un peu ce qu'évoquait Luc à l'instant, l'intelligence artificielle. Voilà un sujet important qu'ils n'ont pas traité. Quel nouveau, alors justement, c'était ma question d'après, quel nouveau sujet philosophique te semble être apparu récemment ou bien sont en train d'apparaître? L'intelligence artificielle, clairement, il y a ça, il y a l'écologie aussi, parce que, oui. Évidemment, si on avait demandé à Socrate ou Spinoza, est-ce qu'il vaut mieux saccager la nature ou la transmettre à peu près intacte à nos enfants, ils auraient dit mieux vaut la protéger, la transmettre à nos enfants. Mais pour eux, la question ne se posait pas, parce que l'humanité n'avait pas les moyens de saccager la nature. Et donc, l'écologie, c'est moins une nouvelle valeur qu'un nouveau problème. Et ce problème, il importe de le prendre au sérieux. Est-ce que l'ignorance est également pour toi une voie vers le bonheur? C'est ce qu'on appelle l'imbécile heureux. Mais alors à ce compte-là, j'aime mieux être intelligent et malheureux qu'être un imbécile heureux. Mais en plus, les imbéciles ne sont pas si heureux qu'on le dit. Est-ce que tu sais parfois faire des choses sans réfléchir? La méditation, c'est le principe même de la méditation. Poser le cerveau. Mais du coup, ça éclaire un peu la vie. Parce que du coup, quand tu fais la vaisselle, tu évites de réfléchir aussi. Et c'est là où la méditation t'aide à te libérer de la pensée. Au fond, c'est le grand secret de Krishnamurti, un sage hindou du XXe siècle. Arrêter de penser. Alors, dans la bouche d'un philosophe, c'est un peu un paradoxe, mais quand on comprend qu'il faut parfois arrêter de penser, on n'en pense que mieux. Autrement dit, la pensée est un travail, et quand on ne travaille pas, profite plutôt de la vie telle qu'elle est. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Voilà, je n'en ai pas, en vérité. Non, sincèrement, je n'ai pas de rêve. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi? L'esprit pionnier, c'est un peu ne pas être prisonnier de la routine, du déjà pensé. Par exemple, un truc qu'on n'a pas dit du tout à propos de mon parcours, c'est que ce qui m'a sauvé philosophiquement, c'est que je n'ai pas été dupe des philosophes que tout le monde admirait de mon temps. Deleuze, Foucault, Derrida, Althusser, qui a été mon maître et mon ami. J'ai de l'admiration pour ces quatre-là, mais je voyais bien qu'au fond, c'était une impasse. Ça ramenait à une forme de sophistique parce qu'ils avaient oublié justement que la sagesse, la philosophie, ça doit aider à vivre, que le but de la philosophie, c'est la sagesse. Eh bien, tu peux lire tout Derrida, tout Althusser, tout Deleuze, le mot de sagesse n'apparaît pas. Et donc, c'est parce que j'ai refusé cette espèce de sophistique des années 60-70 que j'ai fait un grand recul vers Épicure, vers les anciens, vers Spinoza, vers Montaigne, vers Pascal, ce qui m'a appris à philosopher pour de bon, comme disait Épicure. Merci de t'être prêté au jeu. On va se quitter sur cette chanson que tu as, enfin cette musique plutôt que tu as sélectionnée, qui est le concerto pour clarinette de Mozart, le mouvement lent. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle représente pour toi? C'est une belle évocation de la vie telle qu'elle est, telle qu'elle passe, bizarrement aussi de l'éternité. Je disais que j'aime les musiciens qui ne croient pas tout à fait à la musique. Et au fond, ce qui me touche chez Mozart, c'est ça. C'est quand on écoute Mozart, cette musique sublime, elle nous rappelle que la vie est plus précieuse que la musique. Et je crois que cette leçon de Mozart, c'est aussi une leçon de sagesse, c'est une leçon de vie. Merci André Comte-Sponville de nous avoir partagé ta philosophie, les passions et la conception justement de la vie qui est plus grande que tout. Merci à toi. Merci beaucoup André. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.